Les relations, c'est un peu comme un road trip en amis. Ça peut virer compliqué assez rapidement. Il faut trouver le bon itinéraire, il faut s'assurer qu'on cohabite avec nos goûts musicaux qui peuvent être différents. Puis en plus de ça, on est à Québec, fait qu'il y a du trafic, puis il y a des trucs qui peuvent devenir plus compliqué rapidement, le stress d'arriver à temps. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer dans un road trip. Mais Christian Hood, psychologue depuis près de 30 ans, qui est conférencier, chroniqueur radio et, à travers ses consultations, est comme un bon GPS. Il nous aide à arriver à bonne destination dans nos relations. Aujourd'hui, on a 30 minutes avec lui. Bienvenue dans le balado Vérité qu'on s'échange. Christian, je suis vraiment contente de t'avoir au plateau aujourd'hui avec nous. En fait, balado aussi pour ceux qui nous écoutent. Je pense que quand tu as dit oui à cette invitation-là, il y a la question top là, qui venait en premier dans mon esprit, c'est vraiment comment qu'on fait aujourd'hui pour vivre avec les attentes des réseaux sociaux sur les relations. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. Mettons, je suis sur Instagram, je suis en train de voir une fille qui est avec ses amis puis qui dit « Ah, j'ai la chance d'avoir les meilleures amies du monde, sont tout le temps présentes pour ci. » Ou sinon, dans des relations de couple, tu vois des couples « Ah, c'est le meilleur papa pour mes enfants, il est toujours présent. » Et si, tu sais, il y a comme tellement des attentes de perfection de relation. On les voit toujours, on est tout le temps en train de consommer ce genre de contenu-là. Tu sais, comment qu'on fait pour vivre avec ces attentes-là constamment dans nos relations? Très bonne question. Les attentes, c'est vraiment important dans les relations amoureuses. Évidemment, quand on va sur les réseaux sociaux, ça nous donne, je crois, une illusion de bonheur qu'on voudrait tous atteindre parce que souvent, les gens mettent que les beaux moments. Si les gens pouvaient mettre leurs photos de leurs chicanes, de leurs conflits, de leurs différences, fait que c'est sûr qu'on va se créer des attentes. Puis l'être aimé, ben on se crée des attentes par rapport à l'être aimé depuis l'enfance. On se construit un chum ou une blonde parfaite en fonction des parents qu'on a eus ou en fonction, après ça, des relations amoureuses qu'on a. On se construit une espèce d'idéal. Et lorsqu'on tombe amoureux, ben on a vraiment l'impression d'avoir rencontré cet idéal-là. Mais si on l'érige trop sur un piédestal avec nos attentes élevées, évidemment, la personne, elle peut juste chuter vers le bas terriblement. Elle va vous décevoir beaucoup après la période passionnelle parce que la plupart des couples se séparent souvent après la passion. OK, fait que c'est vrai, là, les espèces de time frame de dire que pendant un moment, t'as comme la première étape, la première année, c'est comme le moment passionnel, puis tout le monde... oui. Tout à fait. Une formule simple pour le comprendre, là, c'est... ça vient de Jacques Salomé, il disait 1 + 1 égale 1, c'est la période fusionnelle. On a l'impression de former qu'un. Il y a une blague qui dit « Toi et moi, nous ne formons qu'un. Reste à savoir c'est lequel de nous deux. » Donc, l'étape... 80 des couples se séparent à l'étape suivante, qui est 1 + 1 égale 2. Donc, on l'appelle l'étape de la différenciation. Le défi de l'amour, c'est d'apprendre à aimer ce qui est différent. Aimer ce qui est commun, c'est facile. Si la personne pense comme moi, a les mêmes valeurs, les mêmes buts, ça va être facile à l'aimer. C'est lorsqu'on est différent. Et il y a toujours des différences, mais la passion ne nous permet pas de voir ces différences-là. Donc, si on est suffisamment patient, après la période passionnelle, là où commence vraiment ce que je dis l'amour, c'est apprendre à s'aimer, bien, c'est là qu'il faut gérer nos attentes de façon différente. Puis un truc simple pour les attentes, c'est que c'est relié vraiment aussi à la santé mentale. Si vous apprenez à transformer vos exigences, donc ça veut dire toutes vos pensées qui ressemblent à « il faut »,« je dois »,« tu dois »,« faut qu'on »,« il faudrait »,« on n'a pas le choix », qui sont des pensées très rigides. Et vous allez aussi les imposer à votre conjoint ou à votre conjointe en disant « tu devrais pas, tu dois, si tu m'aimes, tu devrais ». C'est un peu ça, souvent, la formule. Donc, formuler des attentes plus sous la forme de préférence, avoir une philosophie de vie préférentielle, c'est avoir une grande souplesse devant les événements de la vie. Et on peut aimer beaucoup plus facilement nos enfants et nos partenaires amoureux lorsqu'on est dans cette souplesse-là. Donc, j'aurais préféré que mon chum, il travaille pas le soir, mais son travail fait qu'il travaille le soir. Donc, j'aurais aimé ça que ma blonde, elle soit plus grande, mais coudonc, elle est tellement fine, je l'ai préférée petite. Donc, mais justement, c'est un peu aussi ce côté-là de s'assumer, j'imagine. Il y a quand même un volet de dire d'assumer que nous, on a fait ce choix-là aussi qui est différentiel aussi à tous les réseaux sociaux puis à toutes les attentes qu'on a. Y a-tu aussi ce volet-là d'avoir confiance en nos choix puis en dire « Mais c'est correct, mon chum travaille pas sur les mêmes chiffres que le tien, mais moi, c'est mon mode de vie que j'ai choisi. » Y a-tu aussi ce volet-là d'avoir confiance en qu'est-ce qu'on a choisi comme partenaire, comme relation amicale, parce que c'est qu'est-ce que nous, on aimait profondément? Souvent, on va dire « J'aime ça parce que c'est comme ça ailleurs », mais tu sais...
j'espère bien répondre à ta question. C'est que l'amour, ça se passe pas comme ça pour moi. C'est que les gens tombent amoureux, tout simplement. Ouais. Ils ont pas... oui, ils ont des critères initiaux plutôt physiques, Mm. mais c'est rare que la personne va avoir des critères extrêmement précis là, versus le choix d'une maison, d'une voiture. Là. Mm. C'est plus émotionnel, tomber amoureux. Ces questions-là vont arriver un peu plus tard, lorsqu'on va commencer à voir qui est l'autre vraiment, tu Mm. sais, comment il se comporte. Moi, je dis toujours, soyez patient, voir comment l'autre se comporte quand vous êtes en conflit avec lui, quand il traverse des problèmes importants ou quand il y a des problèmes psychologiques, par exemple. Comment la personne va gérer cette situation-là. Donc, c'est d'apprendre à le connaître dans ces moments les plus souffrants parce qu'au Mhm. début, ça va très bien. Donc, c'est pas toujours... je suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question, Non, mais c'est Marie-Frédéric. vraiment ça. Ben, tu sais, ça reste que moi, c'est plus le volet. Puis j'entends beaucoup ça dans mon entourage. Souvent, les gens qui sont encore, mettons, qui sont célibataires en ce moment, quand ils vont faire un choix, ils vont souvent, ils vont quand même avoir certains critères. Tu sais, je dirais pas comme une maison, mais tu sais, on dirait qu'ils tombent dans une espèce de moule parfait, encore une fois, de il faut que cette personne-là soit comme ça. Mais tu sais, j'entends beaucoup la souplesse que justement que tu me parles, de dire qu'à un moment donné, tu sais, il faut comme se détacher de ce côté-là, qui est plus, tu sais, qui est plus rigide un peu, là, tu sais, pour justement s'ouvrir un peu à l'autre puis se dire qu'il y a plus une relation saine. Mais tu sais, c'est toutes ces attentes-là tu sais, comment qu'on fait pour gérer ça aussi, tu sais. C'est important dans la vie de s'intéresser à son échelle de valeur. OK? La réponse à cette question-là, pour moi, c'est les valeurs. Une valeur, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. OK. Puis l'échelle de valeur, parce que l'erreur que font beaucoup les gens, c'est qu'ils mettent leurs valeurs sur une espèce de cercle, puis ils se promènent d'une valeur à une autre. Cercle dans le sens que tout est important ou OK. important. Une échelle de valeur, ça veut dire que je priorise des choses et je renonce à d'autres choses. OK. Un beau proverbe qui dit choisir, c'est renoncer. Mm. Donc, quand je vais prendre l'exemple d'une maison. Par exemple, quand j'achète une maison, ben il y a des valeurs, mettons l'espace, la lumière ou la nature, Oui. qui vont déterminer le choix de ma maison. Puis je vais renoncer aux choses que la maison n'aura pas. Mhm. Donc, pour le partenaire amoureux, ben il faut être capable de décider qu'est-ce qui est de plus important pour moi dans mes valeurs au niveau de ma relation amoureuse qui fait que je vais être en amour. Puis, qu'est-ce que je suis prêt à renoncer? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter que peut-être la personne n'aura pas comme critère? Si elle doit avoir tous les critères, ben vous la trouverez jamais parce que il y a un proverbe qui dit la personne compatible n'existe pas. Mhm. C'est la personne appropriée pour vous que vous devez rechercher. Ah, ouais. Donc, OK. le mot adjectif, l'adjectif approprié, je le trouve génial là-dedans, c'est-à-dire trouver un partenaire approprié pour soi. Là, on entend cette souplesse puis cette flexibilité-là. Puis aussi, dans la durée de l'amour, parce qu'on ne s'aime pas de la même façon après 10 ans, 20 ans et 30 ans. Mhm. Donc, êtes-vous capable d'évoluer dans votre échelle de valeur, dans l'échelle de valeur de votre partenaire? Si votre partenaire traverse un cancer, par exemple, bien, il est fort possible que son échelle de valeur change après s'il Oui. guérit de son cancer. Donc, comment votre vie relationnelle va être modifiée en fonction de ces nouvelles échelles de valeur-là. Et vous aussi, vous allez évoluer. Donc, il faut s'aimer aussi dans ce qu'on appelle aimer l'autre comme il est n'est pas si difficile, c'est l'aimer comme il devient qui devient des fois un défi. Oui. Oui. Ben, c'est surtout ça, tu sais, en tant que jeune adulte, tu sais, même moi, en tant que jeune maman, tu sais, tu parles de cancer, mais on est beaucoup plus... Ben, en tout cas, dans notre cas, on est chanceux de ne pas avoir ça autour de nous, mais tu sais, juste les enfants, tu sais, on a évolué depuis. Là. Je pense qu'avec tout seulement ces défis-là, puis de grandir, puis aimer l'autre, justement, dans qui qu'on devient, comment qu'on gère ces conflits-là de toutes les nouveautés, de comment qu'on gère cette évolution-là dans nos relations, autant amicales que, je pense, que de couple. Bien, d'abord, les personnes saines vont utiliser le mot conflit. Dans mon bureau, les gens utilisent plus le mot chicane. OK. Donc, Ah, ben, c'est bon pour moi. c'est bon pour moi. On dit le conflit, c'est une différence entre deux personnes, dans le OK. fond. OK. Donc, certains voient le conflit comme une mauvaise chose dans la relation. Oui. Les couples heureux apprennent à voir le conflit comme une occasion. Hein, la crise dans la vie de couple, c'est une occasion de transformation, une occasion de changement. Mm. Ça peut être aussi une occasion de lâcher prise sur quelque chose, dans le fond. Donc, OK. faut jamais voir le conflit comme négatif. Tous les couples ont des conflits. Hein, même la science démontre que les couples heureux et malheureux ont autant de conflits les uns que les autres. Donc, OK. la première croyance qu'il faut éliminer, c'est que les couples qui s'aiment n'ont pas de conflit. Ça, c'est totalement Ah, faux. j'aime ça. Un couple qui n'est Ouais. pas en conflit, c'est pas un couple en santé pour moi. Ah, ouais. Ah OK. non, vraiment pas. Vous allez... D'ailleurs, il y a 6 thèmes de la vie à deux, je vais vous les donner tout de suite, qui sont source de conflits interminables. C'est-à-dire que moi, quand je fais de la thérapie de couple, je dis aux gens, essayez pas de vous entendre parfaitement là-dessus, ça arrivera jamais.
Puis je vais vous les donner, les 6, puis vous allez sûrement dire, ah, c'est vrai que là-dessus, on ne s'est jamais vraiment entendu à 100 Donc, les 6 sources de conflits insolubles sont l'argent, parce qu'il y en a toujours un qui dépense plus que l'autre. La sexualité, il y en a toujours un que ça y tente plus que l'autre. Le ménage, il y en a toujours un qui est plus propre et rangé que l'autre. Je pense qu'un matin, j'ai fait les trois. Oui, ben, ça revient constamment, ces conflits-là. Moi, je pensais que tu allais dire aussi road trip, parce que le rendu, on en avait parlé un matin, mais oui, je te laisse continuer. L'équilibre travail-famille, Oui. donc jusqu'à quel point tu es présent à la maison versus tu travailles. Les relations avec la belle famille et les amis antérieurs au couple sont une autre source de conflit. Je pense que j'ai fait les 6. Là. Le 6e, c'est l'éducation des enfants. Ah. Parce qu'il y en a toujours un qui est plus sévère, puis un qui est plus laxiste dans la relation. Donc, les couples heureux, ils comprennent que, mettons, au niveau de l'éducation des enfants, ben l'enfant il a besoin à la fois d'un parent plus sévère puis d'un parent plus laxiste. Ça dépend des contextes. Puis l'enfant, en grandissant, va faire la différence. T'sais. À 16 ans, il va savoir à qui il faut demander l'auto là, pour... Non, mais je fais juste... Excusez, là, mais je fais juste penser à... Tu sais, puis justement, on parle de conflit ou chicane ou peu importe, mais justement, tu sais, ça amène... Tu sais, moi, je trouve ça charmant encore, là. Tu sais, après que ça soit passé, on en rit quand même, mais tu sais, ce matin, on demandait aux enfants c'est qui le boss, puis ils répondaient maman. Tu sais, il y a 1 an et demi, puis 2 ans et demi, ça va pas, là, mais effectivement, ils font très bien la différence. Tout à fait. Mais oui, c'est vraiment ces 6 sources de chicane-là, justement, qui arrivent, puis sont saines à avoir, justement. C'est ça que tu expliquais. Oui, ben nos enfants, ils ont des conflits entre eux. Déjà, c'est très... C'est souvent avec nos frères et nos sœurs hein, qu'on développe les premiers conflits. Puis si vous êtes un enfant unique, ben ça va être avec vos parents et les amis de classe. Mais il faut pratiquer le conflit dans le sens où il faut être capable de communiquer à l'autre nos besoins. Et souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils ont tendance à parler plus de leur frustration. Une frustration, c'est quelque chose que je veux que j'ai pas. Mettons, tu dépenses trop ou tu m'aides jamais dans la maison ou tu n'es jamais là. Ça fait qu'on entend vraiment une critique, une frustration versus l'expression des besoins. Donc, c'est tout l'apprentissage de la communication non violente de Rosenberg ou... si vous voulez pas aller apprendre cette méthode-là, ben c'est juste l'expression des besoins à travers une demande négociable. Donc, est-ce que ça serait possible que tu m'aides plus dans la maison? J'aurais vraiment besoin qu'on ait du temps pour parler de comment mieux gérer Thierry. Donc, toutes ces façons de faire des demandes. Le seul moyen d'exister sur la Terre, c'est par la demande. Et lorsque vous faites une critique, lorsque vous fuyez, parce qu'il y en a qui fuient aussi les conflits, il y en a qui boudent. Ce sont toutes des façons inadéquates d'exprimer vos besoins. Si vous avez, par exemple, un conjoint qui boude, on se rappelle que bouder, c'est un comportement qui commence vers l'âge d'à peu près 1 an. Donc, OK. Oui, si vous avez un enfant d'1 an, vous allez voir qu'il est capable de bouder déjà. Oui, je pensais plus tôt, moi. Et peut-être plus tôt. Ce qui m'étonne, c'est que des fois, des humains de 30-40 ans boudent parce que ça a l'air que c'est efficace, hein, sinon on ne le ferait pas. Mais il faut quand même, dans notre inventaire comportemental, rajouter des stratégies différentes que un peu bouder. de complexité, tu sais. Puis là, il y a un seul comportement à faire, c'est demander. Alors, quelqu'un qui boude, vous pouvez lui dire tout simplement, « As-tu une demande à me faire? Quel est ton besoin? » Et moi, je l'utilise énormément, cette phrase-là, dans ma vie de couple. Mes enfants l'utilisent aussi avec moi. « As-tu une demande? » Quelqu'un qui chiale, vous pouvez tout simplement dire, « As-tu une demande à me faire? Ça. Quel est ton besoin? » Et c'est comme ça qu'on va apprendre à communiquer l'un envers l'autre. Oui, après ça, il y a un travail à... En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour bien communiquer avec l'autre, souvent, les gens négligent l'importance de comment on se communique à soi-même. Ah ouais, OK. Bien sûr, il y a Frédéric Lenoir, par exemple, un philosophe français, il parlait de l'importance de... Pour être en relation avec l'autre, il faut d'abord comprendre la relation qu'on a avec soi-même. Et c'est souvent extrêmement négligé. Quand je fais de la thérapie de couple, souvent, les gens ne réalisent pas comment la parole de mon conjoint, par exemple, va activer quelque chose en moi, une émotion lointaine, un souvenir douloureux. Et l'autre ne connaît pas mon histoire par cœur, fait qu'il n'est pas conscient de ça. Et moi-même, je ne peux pas être conscient de ça. Donc, ça se peut que l'autre me dise quelque chose qui me blesse. L'autre m'a dit ça sans intention malveillante, mais ça l'a réveillé quelque chose qui appartient à mon histoire. Et si j'ai pas fait un travail, puis je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire une psychothérapie pour ça, mais ce que j'appelle de faire un certain travail d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui fait que ce que l'autre vient de me dire, ça active autant de colère ou de peine ou d'anxiété, bien, ça va être difficile après ça de communiquer avec l'autre parce que je vais avoir tendance à lui donner
des intentions négatives ou malveillantes. Ouais. Et c'est souvent là que la communication se met à virer au vinaigre parce que dès qu'on donne des intentions négatives à l'autre, ben le conflit va se transformer là, en chicane. Oui, oui, oui. C'est mettre de l'huile sur le feu, là. Puis en termes de, justement, d'outils qu'on peut aller chercher, là, j'ai navigué un peu là, sur ton site Internet, puis sur les conférences. Tu parles beaucoup de pleine conscience par rapport à soi. C'est-tu, justement, quelques tactiques qu'on peut explorer? Parce que, justement, les psychologues sont pas tous... c'est difficile quand même là, d'avoir accès là, à des psychologues dans certains cas. Il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui n'ont pas le temps. Il y a diverses raisons qui font que... comment qu'on fait soi-même pour, justement, trouver les bons outils? Il y en a tellement. Puis là, après, on se réfère encore aux réseaux sociaux. Un petit TikTok de psychologie populaire, des fois, c'est pas top. Là, c'est sûr que des vidéos de 30 secondes pour apprendre à communiquer avec son conjoint, c'est pas la meilleure chose, même si on peut parfois déceler des trucs intéressants, comme dans le balado d'aujourd'hui. En même temps, écoutez, c'est sûr que l'apprentissage de la communication non violente de Rosenberg, pour moi, c'est quelque chose qui pouvait être très utile dans votre vie sociale, professionnelle, conjugale. J'encourage beaucoup les gens à le faire. Il y a plein, si vous allez sur Internet, il y a plein de vidéos là-dessus. Évidemment, on utilise peut-être trop les vidéos aujourd'hui. Moi, j'encourage un peu la lecture parce que quand on écoute un film puis on a lu le livre du film, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de stock dans le livre. On est tellement déçus à chaque fois, on dirait. Oui, parce qu'il manque un paquet de bouts. Oui, puis on n'avait pas imaginé. Y a-tu un volet aussi de perception, justement, comme tu dis que tu te rapportes à toi dans le sens où, des fois, quand tu écoutes un film, toi, tu l'avais perçu d'une certaine façon, tu l'avais imaginé d'une certaine façon parce qu'il y a des choses qui se rapportent à toi. C'est un peu la lecture en ayant plus d'informations. Souvent, on est capable de comme plus traiter celles qui peuvent nous appartenir à nous, peut-être, plus. Là. Oui, puis elle est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données. L'erreur que font beaucoup de gens, je dis ça en fonction des centaines de livres que j'ai lus de psycho, c'est que j'ai toujours essayé dans ma vie, moi, de transformer ma lecture en comportement dans ma vie de tous les jours. Comment je peux amener des changements dans ma vie? Parce que même si vous lisez sur la communication non violente, le but, c'est d'apprendre à le faire dans votre quotidien. Puis, surtout, lorsque vous êtes en conflit avec des gens importants pour vous, bien, c'est là des collègues de travail, des patrons, vos enfants, votre conjoint. Vous allez découvrir que cette façon d'exprimer vos besoins change vraiment, vraiment vos relations avec les autres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Ben, tu me parlais sur la pleine conscience. Ben, ça peut être une façon de mieux se comprendre, écouter son discours intérieur, faire de l'introspection. Mais le but de la pleine conscience, en soi, c'est pas ça. Pour moi, je vais le dire d'une façon très simple, c'est que la pleine conscience, pour moi, c'est pratiquer l'instant présent. C'est pratiquer le muscle dans notre cerveau qui s'appelle l'instant présent. Notre relation avec le temps, les Québécois, est très, très mauvaise. On est toujours pressé par le temps. On manque de temps. On a peur de ne pas avoir assez de temps. Alors, on est toujours en train de penser au passé et au futur. Puis pourquoi tu dis les Québécois? Est-ce que c'est vraiment un trait culturel ou... En Amérique du Nord, quand vous allez dans d'autres pays, vous vous rendez compte, si vous allez en Jamaïque, à Cuba, c'est clair. Non, c'est vous vrai. allez réaliser qu'ils n'ont pas le même... Ben, moi, je pense que c'est nous qui avons le problème. On pourrait interpréter que c'est eux qui ne sont pas assez vite, mais moi, je trouve que notre rythme de vie est extrêmement accéléré. Si vous avez la chance de parler à des immigrants qui viennent au Québec, ils vont vous dire que c'est à une vitesse très vertigineuse. On n'est juste pas conscient de ces choses-là parce qu'on est habitué de vivre là-dedans. Mais cette urgence, puis tu sais, les mamans qui arrivent à la maison et qui, là, ils ont le souper à faire. On en parlait tantôt, oui. Tout à fait. Donc, c'est une réalité qu'il faut composer avec, mais l'augmentation du stress, tu sais, ça va augmenter aussi les conflits parce que si je suis pas conscient que je suis anxieux, je suis stressé, je suis pressé par le temps, bien, je vais être irritable, je vais avoir des comportements, un ton de voix pas très, très agréable. Donc, il y a plusieurs trucs à aller chercher. La pleine conscience, c'est vraiment un outil pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux parler à l'autre. Parce que si je suis pas capable de comprendre ce qui se passe en dedans de moi, par exemple, je suis en colère, puis mon réflexe, c'est de lancer ma colère sur toi en te critiquant, en criant, ben ça donnera pas grand-chose ni à moi ni à la relation. Donc, il faut que j'apprenne à... Il y a tout le... Quand même, la jeune génération est beaucoup mieux que la mienne dans ce que j'appelle la compréhension des émotions, l'accueil des émotions et la transformation des émotions en besoins. Parce que
Les émotions, ça nous sert à identifier nos besoins un peu. Mais il faut le travailler beaucoup. Puis la vie de couple, c'est un territoire très, très, très fertile à pratiquer ça. Ben, on en parlait ça aussi. Puis justement, c'est quoi les erreurs que... on a parlé un peu de la communication non violente, mais tu sais, précisément au niveau des valeurs, pas des valeurs, voyons, des erreurs courantes de communication qu'on fait quand on parle, que ce soit justement professionnel, que ce soit, bon, conjugal, qu'on a beaucoup parlé, mais au niveau d'amitié, on a parlé de souplesse. Y a-t-il des choses qu'on peut quand même observer facilement, tu sais, dans un milieu professionnel? On s'entend que on est moins là souvent, on n'est pas, on prend pas le temps. Y a-t-il des choses faciles qu'on est capable de remarquer? Il y en a deux qui m'en viennent facilement. Le premier, c'est le tu. Donc, la difficulté que les gens ont en parler en jeu, ce qu'on appelle le tu qui tue et qui se transforme en guerre des tutus. C'est des expressions de Jacques Salomé que je retiens Mais j'adore. En lisant des livres. Donc, le jeu, c'est fondamental. C'est l'art de parler de moi à l'autre et non de parler sur l'autre. Puis on le fait aussi avec nos enfants. Tu sais, comment ça se fait que tu n'as pas rangé ta chambre? Puis, à ce moment-là, vous êtes en train de parler de votre enfant sur votre enfant plutôt que de parler de vous. Et votre enfant, à un moment donné, va vous dire, mais c'est ma chambre. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi qu'elle ne soit pas rangée? Donc, on dit, un enfant va avoir de la difficulté à répondre à votre demande s'il ne comprend pas votre besoin parce que vous utilisez une règle. Tu dois faire ta chambre. Et l'enfant, la règle, vous savez, 100 km/h, on ne respecte pas cette règle-là parce qu'elle ne fait pas de sens pour nous. Hein? On roule tous à 110, 120 sur l'autoroute. Bien, si votre enfant considère que la règle que vous lui donnez ne fait pas de sens, bien, il va la questionner. Il ne la respectera pas. Donc, vous devez être capable de dire quel est mon besoin derrière la règle de faire la chambre. Donc, maman a besoin d'ordre, maman a besoin de rangement, je me sens moins stressée quand la maison est rangée. Crois-tu que tu pourrais m'aider à ranger la maison? Hein, je l'apprécierais beaucoup. Donc, voyez-vous, je lui parle avec des demandes, des besoins et des préférences. Donc, ça, le tu est vraiment un problème. Puis le deuxième problème majeur, c'est que dans une communication, j'ai une intention. OK, je veux te dire quelque chose et cette intention-là, je vais l'actualiser à travers un comportement, une demande, par exemple, puis ça va avoir un impact sur toi. L'erreur qui se fait beaucoup en communication, c'est que l'impact de ce que tu vas me dire, je vais avoir tendance à prendre cet impact-là, mettons, je me suis senti critiqué, pour te donner cette intention-là que tu vas critiquer. Donc ça, c'est une erreur que font beaucoup les gens en communication. Ils prennent ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux pour prouver que l'autre avait une intention négative ou malveillante. As-tu un exemple, mettons? Chérie, t'es vraiment belle dans ta robe ce matin. Ben c'est ça, hein? Les autres matins, j'ai de l'air d'une folle. OK, oui. Là, je comprends. Donc, mon intention était bienveillante. Oui. Lui ai fait un compliment. Oui. Mais s'est activé en elle une croyance irrationnelle. Hein? Bon, je pourrais revenir là-dessus. Mais elle s'est sentie critiquée. Hein? Son père était très sévère, l'a toujours jugé par son habillement le matin. C'est comme une blessure d'enfant qui a été réactivée par mon propos, mais je n'avais pas de mauvaise intention. OK. Ou c'est résonné avec ses émotions, par exemple. Si je me sens coupable, mettons, j'ai puni mon enfant, puis il a pleuré beaucoup, 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 puis je me sens coupable. Puis là, on utilise le sentiment de culpabilité pour confirmer qu'on a été fautif. Les sentiments ne sont pas des faits. Hein? C'est très important à comprendre. Parce qu'en couple, ça arrive très, très souvent que l'autre va me faire vivre des sentiments. Sentiments de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation ou d'injustice. Donc, si je crois que parce que je me sens comme ça, c'était vraiment l'autre qui a cherché ça, là, je fais une grave erreur. On dit les sentiments, en fait, c'est une histoire que je me raconte dans ma tête à partir de mes émotions. Clairement. Par exemple, Antoine, que j'envoie à la garderie il y a 4 ans, ça va? C'est la première fois qu'il va à la garderie. Bien, vous allez voir, il va pleurer dans la fenêtre là, en vous regardant partir, en faisant des tatas. Là. Donc, Antoine, il se sent abandonné. Vraiment. Mais vous ne l'abandonnez pas. C'est juste un sentiment, c'est pas la réalité. Quand vous allez vivre en couple, je peux vous jurer d'une chose, c'est que la personne que vous aimez, elle va vous faire réactiver des sentiments en vous extrêmement douloureux. Des sentiments parfois très profonds de votre enfance. Parce que la personne qui vous aime, c'est celle qui peut vous faire le plus vous sentir abandonné,
abandonné ou rejeté. Donc, si vous avez tendance à croire que parce que vous vous sentez comme ça, l'autre veut vous faire sentir comme ça, c'est là où vous faites une erreur. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes d'encodage du message, comment je te dis les choses, ou de décodage du message, comment tu me dis les choses. Donc, je travaille beaucoup, moi, en thérapie de couple sur cet encodage et ce décodage-là, en essayant de comprendre pourquoi, quand elle me dit ça, ma blonde, je réagis comme ça, ou pourquoi j'ai tendance à lui dire les choses de cette façon-là, avec des tu ou avec des critiques. Donc, il y a un travail à faire sur soi au niveau de... Bien, c'est ça que je comprends pas mal. Tu sais, les relations, c'est vraiment... tu sais, on pense tout le temps, justement, que c'est l'autre qui a changé, mais il y a tout le temps une réflexion sur soi à faire avant pour voir qu'est-ce qu'on projette, tu sais. Puis il y a aussi cette souplesse-là qu'il faut comme détruire. Bien, en fait, qu'il faut pas détruire, il faut encourager parce que, tu sais, les réseaux sociaux puis toute la perfection nous amènent complètement ailleurs, tu sais. C'est un peu difficile de, justement, se retrouver là-dedans. Puis, ben, en fait, quand on se compare puis qu'on regarde le gazon plus vert ailleurs, on se dit, ben le gazon est le fun. Fait que je comprends très bien. Puis, Christian, très rapidement, peux-tu me dire une chose? Si tu avais un seul conseil à donner au jeune Christian, qu'est-ce que ça serait? Oh mon Dieu, je lui dirais de moins se stresser avec la vie. Dans notre jeune vingtaine, et entre 20 et 35 ans, on est beaucoup occupé à construire sa vie, hein, construire sa carrière, sa famille, se faire un réseau social, s'acheter une maison. Donc, c'est des moments vraiment de la vie qui sont très difficiles, très stressants. À partir de 35-40 ans, on ne peut pas le vivre avant, à mon avis. Il y a des choses qui se calment. Fait que si je pouvais dire aux jeunes Christians de moins stresser sur la vie, de profiter de l'instant présent, le seul moment qui existe, d'ailleurs, c'est le conseil que je me donnerais sans aucun doute, oui. Merci beaucoup, Christian, pour cet échange qui fut très riche en outils. Puis on invite les gens surtout à aller voir ton site web, christianhaude.ca, puis à suivre les nombreux outils que tu as, non seulement pour le côté professionnel, amical, mais aussi conjugal. Merci d'avoir été avec nous, Christian. Merci.